Le S&P 500 a fait un petit peu plus de 10% de rendement moyen annualisé au cours des 30 dernières années si on inclut le dividende. Sur la même période de temps, l'investisseur américain moyen, quant à lui, a fait seulement 3,7%. C'est ce que reporte une étude que je vais te présenter. Même période de temps, même conditions de marché, c'est pas tant les performances ou les mauvais titres qui ont fait la différence, c'est tout simplement toi. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un aspect que j'estime être vraiment trop sous-coté et qui pourtant fait une énorme différence en investissement. C'est un aspect sur lequel je travaille à titre perso depuis pas mal de semaines parce que je me suis rendu compte au fil du temps que ça a impacté mes performances. Ce n'est pas le marché qui détruit ta performance, c'est ton comportement et tes prises de décision face au marché qui font une énorme différence. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de te faire peur ou de t'effrayer. Je suis le premier d'ailleurs à te motiver à commencer la bourse. Si tu n'as toujours pas commencé à investir et que tu as envie de le faire, il va te falloir un compte bourse. Tu peux utiliser un des brokers que j'utilise, notamment sur la partie PEA. En ce moment, chez Fortuneo, il y a toujours des offres intéressantes de primes de bienvenue. Jusqu'à 160 € si tu utilises le code de parrainage que je te glisse en description et que tu rentres au moment de l'ouverture de compte. Pour la partie bourse, tu es sur 80 €. Et si tu as envie de te constituer un portefeuille d'actions individuelles parce que tu aimes bien Meta, Microsoft, etc., je rappelle qu'il y a toujours 20% de réduction jusqu'à la fin du mois sur Mina, qui est le logiciel que j'utilise pour trouver les meilleures actions, les sélectionner avec soin afin de maximiser mes chances de réussite. Tu retrouveras tous les liens en description. Alors, j'étais en train de te parler d'une étude qui s'appelle le Dalbar. Donc, ça fait un petit peu plus de 50 ans qu'ils sont en place. Et qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils comparent les performances de l'investisseur moyen américain versus le marché afin de voir tout simplement quelles sont les différences. Donc là, je vais t'afficher un tableau. Donc c'est une étude sur 30 ans, de 1983 à 2013, une étude qui surveille quelles sont les performances des investisseurs versus le marché sur une échelle de temps de 12 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc première chose qu'on remarque assez rapidement, c'est que l'investisseur sous-performe systématiquement en moyenne le marché. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que plus on allonge la durée de temps et plus l'écart est énorme. Sur la période 12 mois et 5 ans, on est sur une performance cumulative, il me semble. Mais sur 10 ans, 20 ans et 30 ans, on est sur une performance en rendement moyen annualisé. Et donc, on a, par exemple, sur 5 ans, déjà une sous-performance de 2,7%. Sur 20 ans, ça monte à 4,2%. Et sur 30 ans, on est quand même sur 7,42% mesuré dans l'étude. C'est-à-dire que pendant que le marché fait 11,11% de rendement moyen annualisé sur 30 ans, l'investisseur moyen fait lui 3,69%. Donc je ne sais pas si tu te rends compte de ce que c'est comme différence, mais elle est absolument monumentale. Ceux qui font de la bourse depuis un moment savent. Si tu es débutant, je vais te montrer ça via une calculatrice d'intérêt composé. Donc là, afin que ça soit assez impactant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 100 000 $ ou 100 000 €, c'est la même chose, de somme initiale. On va prendre 11,11% pour que ça soit le plus réaliste possible sur 30 ans, qui est la performance du marché renseignée dans l'étude. Si je fais calculer, tu le vois, on tombe sur la somme de 2 759 585 €. Donc là, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que 100 000 € sur 30 ans à 11,11% donne approximativement 2,7 millions d'euros, ce qui fait 2659% de performance totalisée. Donc c'est absolument gigantesque, même si au final c'est la performance du marché, mais comme tu peux le voir sur le long terme, ça donne de sacrées performances. Maintenant, si je passe sur 3,69%, qui est tout simplement la performance des investisseurs moyens relevés dans l'étude, là, accroche ton slip, puisqu'il reste plus que, ça donne plus que 302 000 $. Donc là, on passe de 2,7 millions à 302 000. Le manque à gagner, c'est 2,4 millions uniquement sur les mauvaises prises de décision. On a fait x3 sur le capital, là où avant, on fait x26. Alors concrètement, comment c'est possible que ça arrive? Comment ça se fait que les gens prennent aussi souvent de mauvaises décisions? Tout simplement parce qu'on est soumis à des biais que je vais te présenter. Le problème, c'est pas le marché. Le problème, c'est ce qui se passe dans ta tête. Donc, tu as 3 biais cognitifs qui sont très impactants. Tu as le premier biais qui est l'aversion à la perte. Donc, une perte de 1 000 € ou 1 000 $ est 2 fois plus impactante émotionnellement qu'une perte de 1 000 €. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qui fait que quand ça baisse, tu vas avoir de la douleur et tu vas avoir tendance à vendre pour couper cette douleur. Tu vas avoir le biais de disponibilité. Quand les news sont mauvaises, ton cerveau extrapole que ça va continuer indéfiniment.
La peur récente écrase toute pensée rationnelle sur le long terme. Et en troisième biais, tu as le max drawdown supportable. Donc ça, c'est la volatilité maximum de ton portefeuille entre le point haut et le point bas sur une période donnée. Tu prends une période comme 2022, tu as 30% de max drawdown, ton portefeuille peut passer de 100 000 $ à 70 000 $. Et même si on sait qu'intellectuellement le marché remonte toujours, face à un moins 20% sur ton portefeuille, tu vends quand même. L'émotion surpasse la raison. Donc ça va vraiment dépendre des individus. Il y a des gens qui sont beaucoup moins sensibles que d'autres au max drawdown. Il y en a pour qui, à partir de moins 20%, ça va être un seuil de douleur insupportable. Et pour d'autres, ça va commencer à arriver à moins 50%. Donc ça dépend des gens. Et ce qui en résulte derrière, eh bien, c'est qu'on a un scénario classique qui se répète encore et encore, et dans lequel malheureusement tu tombes dans la spirale infernale. C'est que ça baisse, donc tu stresses, tu vas te mettre à vendre, donc prise de décision, vente émotionnelle. Finalement, tu as vendu quasiment au plus bas, tu vas commencer à racheter quand ça va commencer à remonter, et puis le marché va se remettre à corriger, et là tu vas te dire mince, c'est bête, j'ai racheté au plus haut, alors que j'ai vendu au plus bas, et du coup tu vas te remettre à revendre alors que le marché va se reprendre, etc., etc. Et tout ce cycle infernal va littéralement détruire ta performance. Ce qui se passe, c'est que quand tu commences à faire un petit peu le trader émotionnel, c'est-à-dire que tu fais du trading mais en fait c'est juste ton émotionnel qui te fait vendre, eh bien tu vas bien souvent rater les meilleurs jours de bourse, parce que les meilleurs jours de bourse surviennent très souvent après les pires jours de bourse. Donc pour que tu t'en rendes compte, je vais t'afficher le graphe du S&P 500 qui est celui-ci. Donc non, ce n'est pas le fond diffus cosmologique, c'est les variations journalières du S&P 500. Ce qui saute aux yeux, c'est que quand on a les plus grosses bougies à la hausse, on a aussi les plus grosses bougies à la baisse et vice versa. Et quand on est sur un marché calme, eh bien les bougies sont toutes à peu près symétriques. Et on remarque assez facilement avec ce graphe qu'effectivement les meilleurs jours sont bien souvent sur la même période que les pires jours. Donc si tu commences à vendre quand on a des grosses bougies rouges, des bougies de capitulation, tu sais où le marché va faire moins 5, moins 6, moins 7, il y a de très très fortes chances que tu rates eh bien, les meilleurs jours qui vont suivre. Et je vais te montrer un petit peu l'impact que ça a. Donc ici, voici un report de JP Morgan sur ce que te coûte le fait de rater les meilleurs jours de bourse. Donc là, on a pris une échelle de 10 ans. On part du principe que si tu es investi en permanence, tu vas avoir la performance du marché. Donc là, c'est investi en permanence sur le S&P 500, par exemple. Si tu t'amuses à rater eh bien, les 10 meilleurs jours de bourse sur une échelle de 10 ans, ta performance passe de 10% de rendement moyen annualisé à 5%. Donc déjà, c'est divisé par 2, mais ton capital à la fin, il est largement moins conséquent. Rappelle-toi, c'est de l'intérêt composé. Je te refais pas le calcul avec la calculette d'intérêt composé. Si par contre tu rates les 20 meilleurs jours de bourse, là tu tombes à 2% de rendement moyen annualisé. Donc c'est performance du livret A. Littéralement, tu aurais mieux fait de laisser ton argent sur le livret A. Et par contre, si tu rates les 30 meilleurs jours, eh bien ta performance est tout simplement de 0. Les meilleurs jours arrivent souvent après les pires jours. Celui qui vend pendant le crash rate le rebond. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été vu et revu et re-revu. D'ailleurs, on a une étude sur le fonds Fidelity Magellan. Alors peut-être que tu connais pas, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'est Peter Lynch qui était à la tête du fonds dans les années 80, 90, 70 même. Et Peter Lynch, c'était une superstar dans le monde de l'investissement. Ça l'est toujours, mais un petit peu moins parce qu'il est moins médiatisé. Mais dans les années 70-80, ça a été le meilleur gestionnaire de portefeuille du monde. Il était à la tête du fonds Fidelity Magellan. Le fonds a fait quasiment 30% de rendement moyen annualisé entre 1977 et 1990, c'est-à-dire la meilleure performance du monde à ce moment-là. 30% de rendement moyen annualisé, ça plaisante pas. Pourtant, plus de 70% des investisseurs de ce fonds ont perdu de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils étaient libres d'acheter, de vendre, de rentrer, de sortir du fonds quand ils le voulaient. Et je te fais pas un dessin. La plupart ont littéralement toujours vendu au mauvais moment, racheté au mauvais moment, ce qui explique que la majorité des gens ont une performance négative alors qu'ils sont investis dans le meilleur fonds du monde. Je sais pas si tu as bien entendu, dans le meilleur fonds du monde, celui qui a les plus grosses performances, tu te retrouves avec une majorité de personnes qui perdent de l'argent uniquement à cause de l'émotionnel. C'est pour ça que cette vidéo, eh bien, je l'ai intitulée le meilleur trader, c'est celui qui a oublié son mot de passe. Ça, c'est pareil. C'est une étude qui a été faite pas que chez Fidelity, ça a été fait aussi chez
peut-être pas Trade Republic, mais chez Revolut ou ce genre de boîte, c'est que ceux qui ont les meilleures performances sont soit ceux qui sont décédés et qui du coup ne touchent plus à leur portefeuille, soit ceux qui ont oublié leur mot de passe ou oublié leur compte tout simplement. Donc c'est des gens qui sont totalement inactifs parce que soit ils sont morts et ils peuvent plus rien faire les pauvres, soit ils sont même plus au courant, ils s'en rappellent plus qu'ils ont tel ou tel compte d'investissement dans telle société d'investissement. Donc ça montre bien une chose, ça montre bien que l'inactivité paye. Faut pas confondre stratégie et inactivité dans le sens où l'inactivité est une stratégie, tu prends la décision de ne rien faire. Et d'ailleurs, ça a aussi été montré que plus tu prends des décisions d'investissement, plus tu vas cliquer sur le bouton acheter et vendre, le fait de faire un petit peu le trader, et plus tu vas impacter négativement ta performance. Ça, c'est aussi quelque chose qui a été montré et remontré. C'est pour ça que, comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, à titre perso, ça fait des semaines que je travaille sur moi-même et sur cette partie-là très spécifiquement. Pourquoi ? Parce que ça fait un petit peu plus de 10 ans que je fais de l'investissement. Je me suis positionné parfois très bien en faisant de la modification d'allocation, mais malgré tout, quand je regarde et que je reprends toutes mes performances mesurées dans mes fichiers, j'ai un tout petit peu de surperformance par rapport à un ETF S&P 500 capitalisant, mais c'est vraiment très peu, alors que ça m'a demandé beaucoup de boulot, d'études, d'analyse, etc., d'y passer beaucoup de temps. Donc plus ça va, plus j'ai envie de me diriger sur quelque chose de simple. La prochaine grosse correction, je vais mettre vraiment en place, je vais finaliser, parce que je suis déjà en train de mettre en place ma stratégie complète, mais je vais la finaliser de fond en comble. J'espère simplement avoir un beau rebond pour ne plus y toucher, le but étant d'être en pilotage automatique. Si ça t'intéresse de savoir ce que je fais, je le partage intégralement dans mon groupe privé. Tu as la possibilité de souscrire en abonnement mensuel ou annuel. Tu as le lien dans la description, tu n'hésiteras pas à aller jeter un œil sur la page de présentation. J'espère que cette vidéo sur le comportement en bourse t'a fait prendre conscience de pas mal de choses. Moi, c'est vrai que je le savais, hein, j'ai lu pas mal de bouquins, j'en suis conscient, mais malgré tout, on reste humain et on reste toujours émotionnellement. Puis c'est impacté par soit la performance extraordinaire que fait le collègue sur son action individuelle, ou alors le fait de toujours penser qu'on va arriver à surperformer le marché parce que tu as vu là-bas, il y a tel produit, ça a fait x2 en l'espace de 6 mois. La réalité, c'est que sur le long terme, ça reste très compliqué de battre un simple ETF capitalisant. J'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. C'était Jérém, je vais te laisser avec la dernière vidéo en date sur ma chaîne. Et si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite une bonne journée. Salut!